Bonjour à tous, du coup effectivement je suis Ariane Ambrosini, je travaille au service juridique de l'ASPAS depuis 2009 et je suis venue justement à l'ASPAS pour travailler sur le classement des espèces dites nuisibles. Du coup forcément je me suis beaucoup intéressée au renard. Voilà, du coup je vais vous parler de droit. Alors je ne sais pas pourquoi on l'a mis en fin de journée, je ne sais pas si c'est pour garder le meilleur pour la fin ou pour vous achever complètement. Mais bon, je vais essayer de rendre quand même cette matière intéressante parce qu'elle est révélatrice de beaucoup de choses dans notre société. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous faire un petit panorama de la législation applicable au renard en France. Alors, ne nous voilons pas la face, le droit aujourd'hui applicable au renard concerne clairement son abattage, ses prélèvements, ses massacres, comme on peut dire. Voilà, pour en avoir le cœur net, j'ai tapé dans un moteur de recherche juridique, Légifrance, le terme renard pour voir ce qui sortait. Donc effectivement, il y en a la liste des espèces dites nuisibles. On a une loi relative au lieutenant de louveterie, relative à la chasse, relative au piégeage. Voilà, donc il y a juste une exception, c'est l'arrêté concernant l'usage de la bromadiolone. Donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc là, l'idée, ce sera pas de répondre à la question pourquoi, mais à la question comment. Là, clairement, le droit répond à la question comment, et plus particulièrement, en grande majorité, c'est comment tuer le renard. On verra à la fin qu'il y a une petite évolution ces dernières années, voilà, qui montre quand même un petit changement. Mais bon, je vais surtout vous parler de comment est tué le renard, qu'est-ce qui est autorisé aujourd'hui en France. Alors la question du pourquoi est posée en amont. Donc clairement, on veut le tuer, mais pourquoi? Il y a une même finalité, mais pour deux objectifs différents qui sont poursuivis. Il y a la chasse, qui est vraiment, donc c'est-à-dire qu'on tue le renard pour le plaisir, pour le loisir, pour le sport, que c'est. Et il y a tout ce qui est destruction administrative, qui sont censés autoriser la destruction du renard pour se débarrasser d'un ou plusieurs renards qui poseraient problème. Donc ce sont deux termes, chasse et destruction, deux termes pour une même finalité, on est d'accord, à la fin, tout le monde est mort. Donc, deux termes pour une même finalité, avec quand même, évidemment, une frontière qui est très floue. On a la chasse, donc le côté ludique, la destruction, le côté utile, normalement. Mais on a beaucoup, dans du monde de la chasse, on a toujours cet argument de la chasse qui est utile, qui est là pour répondre à un intérêt général. Il faut réguler le renard, sinon on va se faire envahir, il va proliférer, on sera tous malades. Donc il y a quand même toujours cet argument derrière qui rend les choses un petit peu plus délicates quand on discute. Et au niveau de la destruction, évidemment, quand il s'agit de détruire, donc pour des raisons administratives, de détruire le renard, ce sont les mêmes personnes qui interviennent avec les mêmes armes et j'imagine avec le même plaisir. Donc voilà, donc la frontière est quand même floue. Mais c'était aussi pour vous... Bon, on a beaucoup parlé de terminologie. Clairement, il y a vraiment une terminologie juridique dans ce domaine-là. Donc voilà, par des formations professionnelles, je parle souvent de chasse et de destruction. Donc c'est aussi pour que vous sachiez dans quel cadre on est à chaque fois. Quand je parle de chasse, c'est le loisir. Quand je parle de destruction, on est censé tuer le renard vraiment dans un but de se protéger. Voilà, donc je vais vous faire un petit topo sur la chasse, et en particulier la chasse subie par le renard. Donc il faut savoir que de manière générale, pour toutes les espèces gibier, il y a 3 modes de chasse en France. La chasse à tir, celle qu'on connaît le mieux, la chasse à tir avec des fusils, en individuel ou en battu, et il y a aussi la chasse à l'arc dans cette chasse à tir. Il y a la chasse au vol, avec des rapaces, faucons, autour,
Et on a la vénerie. Donc la vénerie, c'est soit à pied, soit à cheval, avec des grandes meutes, des meutes de chiens assez importantes. Et dans le cadre de cette vénerie, il y a vraiment deux types de chasse qui concernent beaucoup le renard. On a donc la petite vénerie, c'est un petit gibier, donc on parle de petite vénerie, donc c'est tout ce qui est chasse à court, pareil, donc à pied ou à cheval. Donc le renard est un gibier bien apprécié dans ce type de chasse. Et il y a un autre type de chasse qui est vraiment, pour le coup, vraiment spécifique au renard. Il partage cette spécificité avec le blaireau. Donc c'est la vénerie sous terre ou chasse sous terre. Elle consiste en fait à envoyer dans le terrier de l'animal un chien qui aboie quand il se retrouve face à l'animal qui lui est acculé dans son terrier. Le chasseur, au son des aboiements, sait du coup où est l'animal acculé. Il creuse le sol donc à la verticale et il extrait donc l'animal acculé à l'aide de pinces. C'est clairement un mode de chasse très très brutal, merci Marc, c'est très très brutal, source de beaucoup de souffrance, que ce soit par les blessures causées par les chiens ou les pinces, que ce soit par le stress. Voilà, on va vraiment chercher l'animal jusque dans son terrier, jusque dans son habitat, dans son refuge, et voilà. Et ensuite on le tue ou il est relâché. Donc voilà, je ne dis pas dans quel état, en général il va mourir plus loin. Donc voilà, il y a vraiment cette spécificité. Alors le renard est vraiment, bénéficie entre guillemets évidemment de beaucoup de spécificités, vraiment d'une chasse à la française, comme on peut dire. Donc il y a ce mode de chasse qui est vraiment à part. Il y a tout ce qui est tir d'été. Donc ça fait presque envie, dit comme ça, mais c'est qu'en fait la chasse à tir est ouverte de septembre à fin février. Ça, c'est la période normale, c'est le principe, c'est ça. Mais le droit permet au préfet d'autoriser de manière dérogatoire des chasses au renard. Toujours là, c'est vraiment pour le coup, on est vraiment sur le renard. C'est la chasse dès le 1er juin. Donc c'est une exception qui est quand même appliquée dans 93 départements. Donc il y a 3 départements dans lesquels il y a 3 préfets qui n'ont pas appliqué l'exception, qui appliquent le principe. Donc clairement il y a une inversion du principe et de l'exception. Pareil pour la chasse en temps de neige. C'est une chasse qui est en principe interdite pour des raisons de la traçabilité. Les animaux deviennent plus facilement traçables, ils sont plus faibles, donc on comprend le principe d'une interdiction. Mais le préfet a la possibilité, de manière dérogatoire, d'autoriser cette chasse, notamment pour le renard. Et c'est le cas dans 86 départements. Donc encore une fois, donc là il y a 10 départements qui appliquent le principe. Donc ça, voilà, on est vraiment dans une inversion de la logique de base. Voilà. Donc pour vous faire un petit, on voit bien là avec ce schéma que le renard, rien que par la chasse loisir, donc vraiment dans le cadre d'un loisir, il n'y a plus que 2 mois de répit, si on peut dire, avril-mai. Donc voilà, si on prend tous les modes de chasse qui lui sont applicables, il n'y a plus que il a 10 mois où il peut être tué. Voilà, donc ça, alors j'ai regardé, c'est difficile de savoir exactement quels sont le nombre de renards tués par an. Sandrine Ruette a beaucoup mieux expliqué que moi, du coup, ces chiffres. Donc j'avais trouvé effectivement 430 000 renards tués par an, donc ça c'était des chiffres de l'ONCFS. Pour la chasse à court, 400 renards tués, mais on ne sait pas pour tout ce qui est vénerie sous terre, chasse au vol. Voilà, donc c'est évidemment des minima. Donc voilà, ça c'est l'impact que la chasse peut avoir et qui ne laisse pas beaucoup de répit aux renards. À ces prélèvements, du coup, par la chasse, s'ajoutent ceux par la destruction, donc tout ce qui est autorisé pour se débarrasser de renards qui seraient indésirables. Alors là aussi, il y a deux modes, il y a 2 billets en fait. On a tout ce qui est battue administrative. Alors, ces battues administratives,
elles sont autorisées par arrêté préfectoral surtout, mais les maires peuvent aussi les autoriser. Et en gros, c'est un peu tout est permis, enfin ce qui est permis, c'est ce qui est prévu par l'arrêté. Donc le mode d'abattage, voilà, ce sera des tirs, ça peut être du piégeage, ça peut être à l'aide de véhicules, alors que normalement la chasse interdit l'usage de véhicules. Pour le lieu, ce sera encore l'arrêté qui le définit, ça peut être plusieurs quartiers, plusieurs communes, tout un département. Ensuite, pour les périodes, pareil, c'est défini par l'arrêté, donc ça peut être quelques jours, plusieurs mois, ça peut être un nombre, selon un nombre... Enfin, il peut y avoir un nombre d'opérations limité, donc tant d'opérations sur tant de mois. Ça peut être la nuit, alors que normalement la chasse se fait que 2 jours. Voilà, donc ça, ce sont les battues administratives qui peuvent intervenir à n'importe quel moment dans l'année, en période de chasse, en dehors de la période de chasse. C'est censé répondre à un intérêt, à un problème ponctuel et répondre à ce problème ponctuel. Je vais pas rentrer dans le détail, dans les faits, on voit qu'il y a beaucoup d'arrêtés qui vont au-delà, qui, encore une fois, en font un principe. Il y a des arrêtés qui autorisent pendant 10 mois de l'année la chasse des tirs de nuit. Donc on répond plus à un problème ponctuel sur tout le département. Donc voilà, on répond plus, c'est plus du tout dans l'esprit originel. Et puis il y a tout ce qui est destruction en raison du statut nuisible de l'espèce. Alors là, c'est un peu plus encadré, si on peut dire. Donc il faut l'accord du propriétaire du terrain déjà, voilà, qui donnera du coup une délégation écrite à la personne pour qu'elle intervienne. Voilà, si le renard est classé nuisible, il peut être tué par piégeage, par déterrage et par tir, et avec des oiseaux de chasse au vol. Donc là, avec une autorisation préfectorale individuelle. Ensuite, pour le lieu, ce sera donc sur tous les territoires où le propriétaire a donné une délégation écrite. Donc, par exemple, un piégeur peut piéger chez lui et chez quelqu'un d'autre s'il a donc l'accord avec une délégation écrite. Et pour la destruction par tir, ce sera uniquement sur les terrains avicoles quand on est au-delà du 31 mars. Et pour la période, c'est toute l'année, sauf pour l'oiseau de chasse au vol, qui est de fin février au 30 avril. Donc voilà, donc ça veut dire que clairement, quand l'espèce est classée nuisible, elle peut être piégée, déterrée et tuée par tir toute l'année. Il y a plusieurs motifs qui peuvent justifier le classement nuisible. Alors, je crois que François Moutou les avait déjà un peu exposés, donc de toute façon, on pourrait rester très longtemps sur chacune d'entre elles, puisque voilà, il y a la santé publique qui est souvent mise en avant, alors que on a vu du coup avec les différents intervenants que c'était pas forcément justifié de tuer les renards pour des raisons de santé publique. La protection de la faune et de la flore, donc dans les faits, c'est souvent pour la protection d'espèces gibier. La prévention des dommages importants aux activités agricoles, donc là ce sera poulailler, élevage d'oiseaux divers, et prévention d'autres formes de propriété. Là, pour l'instant, ça n'a pas trop été avancé, à part voilà, éventuellement le gibier que les chasseurs relâchent. Voilà, donc ça peut justifier battue administrative et destruction d'espèces nuisibles, enfin classement d'une espèce sur la liste des nuisibles. La battue administrative peut être autorisée à n'importe quel moment, alors que pour la liste des espèces nuisibles, donc pour le renard, ça suit une procédure un peu particulière. Les listes d'espèces nuisibles sur laquelle peut être inscrit le renard sont révisées tous les 3 ans. Donc c'est la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Richard a parlé de ces CDCFS donc, et de tout ce qu'on peut dire dessus. Donc je vais pas revenir, mais c'est effectivement, il y a quand même, même si c'est démocratique, il y a quand même des gros soucis au niveau du fonctionnement. Donc ouais. D'accord, 5 minutes. Donc, voilà, donc c'est concrètement les fédérations départementales des chasseurs rassemblent des éléments à charge contre le renard. C'est discuté en CDCFS pour la forme. Ils votent un projet de liste qu'ils envoient au préfet. Le préfet envoie une proposition de liste au ministère chargé de l'écologie. Et c'est le ministère qui décide des listes finales et qui adopte un arrêté ministériel avec les 96 listes départementales. Donc il y en a eu
Il y en a eu en 2012-2015, et là, il y a des listes qui sont en application pour, 2015, pour la période 2015-2018. Donc, en France, le renard roux est classé nuisible dans 90 départements. Donc, encore une fois, on est complètement dans l'inversion du principe et de l'exception. On est censé le classer nuisible si il a sa place dans notre système, mais il peut être classé nuisible s'il cause des dégâts. Et là, on considère qu'il est nuisible quasiment partout en France. Il y a la Corse du Sud, la Savoie qui ne le classe pas, Paris et les départements de la Petite Couronne. Donc ça reste un territoire assez restreint. Il y a quelques départements qui excluent une ou deux communes. Bon, voilà. Du coup, on peut quand même dire que quasiment sur 100% du territoire, le renard est considéré comme nuisible. Donc on croise un renard, c'est un nuisible. Il a peut-être causé aucun dégât, mais il est nuisible. Donc voilà, et les conséquences de ce classement, donc on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il peut être piégé, déterré et tué par tir toute l'année, et tué par l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol jusqu'au 30 avril. Donc si on reprend si on reprend le schéma de tout à l'heure, qu'on ajoute aux périodes de chasse les périodes de destruction, on voit qu'il y a chaque mois, il y a vraiment beaucoup de modes d'abattage qui se superposent. Voilà, donc on voit à quel point le renard est persécuté, clairement, en France. Il fait l'objet de beaucoup de modes d'abattage. Alors, on a parlé un peu du déterrage, du tir. Je voulais revenir avec vous rapidement sur les différents pièges utilisés, parce que c'est vraiment... il fait l'objet de beaucoup de piégeages. Donc on a les cages, donc c'est des boîtes, tout ce qui est boîte qui peut capturer l'animal dans un espace clos. Et elles sont beaucoup utilisées, on peut même mettre des animaux de basse-cour, comme des poules, pour attirer le renard. Elles peuvent être vivantes. Voilà. On a tout ce qui est système qui capture l'animal par une partie du corps. Donc là, je vous ai mis, c'est un piège à lacet. Donc l'animal pose la patte, et quand il pose la patte, il déclenche... le lacet se resserre en fait sur sa patte. On a tout ce qui est piège tuant. Donc là, il y a un piège en X, un livre de messe. Donc concrètement, quand l'animal prend l'appât, attrape l'appât, il y a le piège se referme très violemment sur lui, ce qui ne lui laisse aucune chance. C'est pour ça que l'ASPAS demande l'interdiction de ces pièges, parce qu'ils ne laissent vraiment aucune chance. Et évidemment, le renard n'est pas le seul attiré par ces appâts, et c'est notamment, on s'est battu aux côtés de la propriétaire de ce chien qui a vu son chien mourir dans un piège tuant, dans un piège en X. Elle pouvait vraiment rien faire, parce qu'en plus on doit avoir des pinces, on peut pas l'ouvrir sans avoir un outil spécifique, donc il faudrait vraiment qu'on arrête de mettre ce type de piège dans nos campagnes. Et enfin, le collet, alors encore une spécificité pour le renard, rien que pour lui, ce sont donc les collets, ce sont des pièges qui sont censés attraper par le cou, qui sont censés ne pas étrangler l'animal, mais juste l'attraper. Donc les conditions sont assez strictes, là, il y a des conditions de taille, au niveau de la pose. Mais évidemment, avec cela aussi, il y a beaucoup de problèmes d'animaux qui sont attrapés, qui se font mutiler parce que justement ces conditions n'ont pas été respectées, et puis en se débattant, de toute façon, le renard resserre de plus en plus, il s'étrangle. Enfin, c'est encore des conditions assez abominables pour le tuer. Donc voilà, ça c'était donc le topo sur tous les modes de prélèvement. Donc la principale, ce que le droit prévoit pour le renard. Donc c'est pas bien beau, et c'est responsable d'un nombre très important de renards tués chaque année en France. Alors là aussi, c'est une estimation en fonction de ce qu'on a vu, des chiffres de l'ONCFS, des bilans de piégeage. On a extrapolé sur certains départements où on n'avait pas de bilan. Donc c'est évidemment des chiffres qui doivent vraiment être affinés. On peut prendre plutôt les chiffres de Sandrine Ruette qui nous les a présentés tout à l'heure. Mais bon, l'idée, c'est quand même qu'il y a plusieurs centaines de milliers de renards qui sont tués chaque année, pas forcément pour de bonnes raisons. Et voilà, donc ensuite, pour finir, je voulais quand même vous montrer que ces dernières années,
il y a quand même justement toutes ces connaissances qui nous ont été exposées, tous ces éléments qui nous ont été exposés toute cette journée sur le renard, sur le rôle éventuellement qu'il pouvait avoir au niveau économique, notamment donc avec Richard. Ce rôle commence à avoir un petit peu sa place dans notre droit. Donc je vous ai rassemblé tous les textes qui en parlent. Enfin, en tout cas, j'en ai peut-être oublié, mais c'est en tout cas ceux qui sont les plus importants. Donc en 2012, quand les premières listes d'espèces nuisibles, quand les listes d'espèces nuisibles ont été adoptées pour 3 ans, de 2012 à 2015, l'arrêté ministériel était accompagné d'une circulaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, une circulaire, c'est une espèce de mode d'emploi à destination de ceux qui vont devoir appliquer le droit sur le terrain. Donc on leur dit comment interpréter, s'il y a des questions qui se posent. Et il y avait quand même en 2012 tout un paragraphe sur le renard et sa prédation sur les campagnols. Donc il est bien précisé que dans les départements où il y avait des pullulations de rongeurs, la destruction de renards peut être défavorable à certaines activités agricoles ou sylvicoles. Donc il en résulte que dans ces endroits où il peut notamment y avoir des mesures administratives contre les rongeurs, vous n'envisagerez, donc la circulaire s'adresse vraiment au préfet, donc vous n'envisagerez le classement du renard comme nuisible qu'après une analyse précise des avantages et inconvénients d'une telle décision. Donc concrètement, voilà, le texte est clair. Évidemment, sur le terrain, ça ne s'applique pas, mais bon, voilà, on a déjà une première évolution sur la prise en compte du rôle du renard. En 2014, il y a l'arrêté qui encadre l'usage de la bromadiolone pour lutter contre les pullulations de campagnols. Là aussi, il y a vraiment beaucoup, on ne va pas tout lire, mais il y a vraiment beaucoup de mesures qui, clairement, il faut favoriser la prédation naturelle, et il faut favoriser l'habitat des prédateurs, la préservation, la restauration de l'habitat des prédateurs naturels, des haies, tout ça, des zones refuges. Donc, plus loin, on dit clairement que le renard est un prédateur naturel. Donc, concrètement, voilà, ça veut quand même dire qu'on doit favoriser le renard. Encore une fois, sur le terrain, on a vu, il est classé nuisible. Donc, tout ce travail d'analyse n'est pas encore réalisé, mais c'est quand même dans la loi. Et en 2015, quand les nouvelles listes départementales d'espèces nuisibles ont été adoptées, ça a été inscrit, il y a eu un texte, un paragraphe dans l'arrêté. Donc, on n'est plus dans la circulaire qui explique simplement, on est vraiment dans l'arrêté lui-même, qui disait clairement que les destructions du renard doivent être suspendues sur les parcelles où des opérations de lutte chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre. Donc, il y a vraiment, là aujourd'hui, ils sont obligés d'arrêter. Maintenant, c'est sûr qu'on préférerait que le rôle du renard soit utilisé comme, à titre préventif, et pas une fois que le produit chimique est utilisé. Mais bon, on ne va pas en demander trop, c'est déjà une petite avancée. Et ensuite, il y a, par rapport à la loi biodiversité, donc c'est Thomas Charachon qui en parlait rapidement tout à l'heure. Alors ça ne concerne pas uniquement le renard, mais il y a quand même la suppression. Alors la loi prévoit la suppression de la notion de nuisible, donc elle est en passe de disparaître. C'est pas encore totalement le cas, mais voilà, cette notion est quand même en passe de disparaître et d'être remplacée par la notion de susceptible d'occasionner des dégâts. Donc on va quand même vers quelque chose vers une autre manière de voir les choses, même si dans les faits, on est d'accord, ça va rien changer au régime qui est applicable. Mais voilà, on peut espérer que du coup, dans plusieurs années, des décennies, je ne sais pas, à plus ou moins long terme, on considérera un individu qui peut poser problème, mais pas toute une espèce. Voilà, du coup, ça c'est tout ce qui est lié à l'utilité éventuelle qu'on pourrait trouver au renard, mais à côté, il y a évidemment toute la question éthique qui a été très bien abordée par les intervenants qui sont passés, notamment par Marc Artois. Alors, on entend beaucoup parler de la sensibilité de l'animal. Donc là, voilà, Marc Artois a beaucoup parlé des réflexions qu'il y a pu y avoir dessus. Alors concrètement, dans la loi, je voulais vous faire un petit aperçu de l'évolution de cette législation. On n'a pas trop le temps. C'était surtout pour vous dire que dans le 19e siècle, c'est surtout le droit de propriété. Donc l'animal est protégé pas en tant que tel, mais en tant qu'appartenant à quelqu'un. Donc c'est vraiment le droit de propriété qui est protégé. Et ce sont les mauvais traitements publics qui sont
qui sont réprimées, donc c'est la moralité publique, les bonnes mœurs qui doivent être respectées. Voilà, ce qui se passe en privé, on s'en fout. Du coup, après, dans les années 50-60, il y a quand même eu une évolution. Ce ne sont plus que les animaux domestiques, mais qui sont protégés contre les sévices graves. Ce sont aussi les animaux sauvages tenus en captivité. Donc là, on avance petit à petit, on reconnaît que les animaux sauvages aussi sont sensibles, même si c'est seulement ceux qui sont tenus en captivité. La notion de public, de mauvais traitement public est supprimée. On voit que voilà, même un propriétaire lui-même peut être poursuivi s'il commet ces genres d'infractions. Donc on va vers quelque chose où on prend en compte l'animal, la valeur vraiment intrinsèque de l'animal, et pas que comme une propriété. On le considère pas que comme, on le protège pas que parce qu'il est propriété de quelqu'un. En 1976, là c'est la première fois que le terme sensible apparaît dans la loi. Donc tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Je lis parce que c'est quand même important. Il a été codifié dans le code rural. Donc encore une fois, on avance, même si effectivement on est toujours dans la référence à la propriété. Donc ça reste toujours l'animal en tant que propriété seul l'animal qui a un maître, on va dire un propriétaire, est protégé. Et on parle que des impératifs biologiques. Enfin, tous les aspects psychologiques, sociaux d'un animal ne sont pas pris en compte. Mais on avance jusqu'en 2015 où on a quand même le Code civil, un article dans le Code civil qui dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent. Les animaux sont soumis au régime des biens. Donc voilà, on est encore... Il n'y a toujours pas vraiment de changement entre l'animal libre et l'animal en captivité, mais là on arrive encore à une autre catégorie. Si vous voulez, les choses ne changent pas, il y a clairement le régime des biens qui est appliqué, mais on affirme que l'animal n'est pas un bien, c'est une entité autre, c'est un être vivant doué de sensibilité. Il n'y a pas de régime applicable spécifique à cette entité juridique. Ça augure quand même que dans les quelques années à venir, il y aura peut-être un régime spécifique applicable à ces êtres vivants doués de sensibilité. L'idée, c'est en attendant, il est soumis au régime des biens, et peut-être qu'un jour, il aura un régime propre, et voilà, c'est tout ce qu'on espère. Enfin, ça dépendra, mais il faudra qu'on soit vigilant. Voilà, donc il y a quand même toujours cette différence de traitement entre le renard libre et le renard en captivité. Et je voulais vous parler aussi du cas de cette renarde maltraitée qui était tenue en captivité. Et dans l'idée, elle était vraiment dans un état lamentable. Elle a été détenue par un chasseur qui laissait ses chiens de chasse faire ce qu'ils voulaient. Et elle a été trouvée dans un état de stress abominable. Et pour vous dire que ça avance, nous à l'ASPAS, on a fait quelques plaintes pour des mauvais traitements d'animaux sauvages tenus en captivité. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu des classements sans suite pour diverses raisons. Voilà, les procureurs voient quand même beaucoup de cas passer. Ils devaient considérer que c'était moins important. Là, aujourd'hui, on a une audience, donc c'est pas passé, c'est le 11 décembre, on a le temps, mais c'est une petite avancée quand même dans la prise en compte de l'animal par le droit. Et les acteurs du droit. Et on voit aussi cette évolution dans les modes de capture et d'abattage, puisque en 2014, la vénerie sous terre est toujours autorisée, mais les pinces blessantes sont interdites, les championnats et compétitions sont interdits. On a l'utilisation de produits toxiques qui devient interdit en 2012, tout comme l'enfumage, tout ce qui est gazage dont parlait Marc Artois en 2012. Voilà, ce sont des méthodes d'abattage qui deviennent interdites. Donc voilà, donc restons quand même positifs, même si le droit aujourd'hui est vraiment on est vraiment il est d'abord là pour dire comment on tue le renard avec des modes vraiment source de beaucoup de souffrance. Mais ces dernières années, il y a clairement une évolution dans les textes. Ce ne sont que des balbutiements, des prémices, mais on peut espérer qu'à plus ou moins long terme, le législateur prenne en compte l'éthique, le bon sens. Voilà. Et je pense que ce colloque peut y participer, et vous aussi en étant là, donc je vous en remercie.